tu es développeur iOS chez Aircall. Et C'est en ce ça. moment, SwiftUI, c'est le kit à utiliser pour faire son UI. Par contre, bon, évidemment, la qualité sans test, c'est pas ouf. Et donc, tu vas nous présenter aujourd'hui des techniques de test avec Smart and Dumb Components avec SwiftUI, si j'ai bien compris le sujet. Ouais, c'est plus sur l'organisation de son code en UI, mais aussi du coup comment tu peux un peu potentiellement les tester ou faire des previews avec. Ok, bah nickel. Bah, je te laisse la main en tout cas. Et puis bah, merci pour ton talk. Et puis bonne conf à tous. Merci. Bonjour à tous. Donc du coup, vous avez compris, le talk c'est à propos des Smart and Home Components. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place chez Aircall depuis quelques mois. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter un peu comment ça marche et aussi un peu vous faire notre retour d'expérience dessus. Donc rapidement au niveau de l'agenda, ça va être quelle est la problématique qu'on peut rencontrer voilà, avec notre code SwiftUI de manière générale et à quoi les Smart Dump Components peuvent répondre. Après, on va voir rapidement les principes des Smart Dump Components, qu'est-ce que c'est que définir des Smart Dump Components et l'impact du coup que ça peut avoir sur le cycle de vie de nos vues euh, en termes de performance ou de rendering. Et donc rapidement, même si je m'ai déjà présenté, je m'appelle Jean-Christophe. Alors j'étais iOS Engineer, Senior iOS Engineer, je suis passé Staff Engineer chez Aircall. Si vous vous demandez ce que ça veut dire, on est deux. Y a pas de souci, Thomas. Euh, je sais pas vraiment ce que ça veut dire en intitulé, c'est un truc un peu nouveau, j'ai l'impression en France. Mais dans l'idée, je suis tech lead sans la partie management, donc je m'occupe d'encadrer l'équipe d'un point de vue tech, de travailler sur l'architecture du code, voilà, de donner une vision technique à l'équipe. Et une de ces visions, bah, c'est justement les Smart Home Components. Alors, si on voit pourquoi on pourrait vouloir mettre des Smart Home Components, partons sur un code SwiftUI assez classique. Euh, j'ai pris un exemple simple parce qu'on est sur une présentation, en fait, ça tient sur un site, mais il faut imaginer que dans la vie, ça serait quelque chose de plus compliqué. Mais voilà, imaginons qu'on a une vue pour afficher des SMS. Je vais avoir quelque chose d'assez simple, je vais avoir une liste, je vais boucler sur l'ensemble de mes messages et je vais vouloir afficher chacun de mes messages. Potentiellement peut-être avec une action associée comme vouloir l'éditer ou autre. Et puis je vais avoir à la fin, euh, c'est la partie qui est là, je vais avoir tout ce qui peut être text field pour entrer un nouveau message. Donc je vais binder avec l'input de mon nouveau message. Et puis je vais avoir l'action pour l'envoyer. Et puis à la fin, j'ai le onAppear pour charger mes messages. Voilà, donc quelque chose assez simple qui n'a pas beaucoup d'éléments. Mais déjà, rien que sur ça, on peut se rendre compte de plusieurs choses. J'ai une partie qui est layout, donc je vais m'occuper de faire tout ce qui est euh, l'affichage au final de mon écran. Je vais afficher les différents messages, je vais gérer aussi le text field. Et puis j'ai une partie un peu plus euh, état de la vue. Je vais avoir le state object, donc qui lui va être géré par la vue. Et puis j'ai toute la partie lifecycle de l'application. Donc en fait déjà rien que sur ce bout de code, je fais deux choses qui sont un peu différentes. Et on peut se poser très vite une question, c'est en fait comment je peux faire une preview par exemple pour cet écran. Comment je fais si je veux afficher cet écran avec aucun message? Si je veux en afficher plusieurs? Si je veux me mettre dans un état où j'ai déjà mis un input, j'ai pas mis d'input. Imaginons qu'après je rajoute un état de loading. Comment je fais pour gérer tout ça? C'est compliqué. Et alors, une première solution, ça pourrait déjà être de diviser un peu plus. Je vais faire, finalement, je vais faire une vue pour mon input, une vue pour ma liste de messages, et puis, j'ai pas mis la bonne image. Bon, ça, c'est déjà la solution finale. Alors, euh, là, il faut imaginer en fait que je passe le. Je vais me mettre sur le suivant. Du coup, il faut imaginer que je passe déjà le vue modèle à chacun de mes sous-écrans, à chacun de mes sous-vues. Donc, j'aurai ma message list qui prend mon vue modèle, j'aurai mon, ma vue custom pour l'input qui prend mon vue modèle. Ça réduit déjà quand même beaucoup le code du premier écran. J'aurais pu au final que appeler ces deux éléments plus
tout ce qui est gestion d'état. Mais finalement, dans ce messager, je me retrouve toujours avec le layout et toujours avec une partie état. Et donc, on peut encore se poser la question, ok, mais comment je fais pour tester celui-là? Comment je fais pour tester ma liste de messages? Est-ce que, c'est encore une fois, si je veux en afficher 0, si je veux en afficher plusieurs, comment je fais pour tester tout ça? C'est là, du coup, où le Smart DOM Component va venir aider. L'idée, c'est de faire comme ce qu'on a fait avant, c'est de découper nos vues en plusieurs sous-vues. À la différence qu'on va partir sur deux grandes familles de sous-vues. On va avoir les Smart View qui vont s'occuper de tout ce qui est la logique. Donc ça va être gérer l'état de la vue, gérer le cycle de vie de la vue. Et on va avoir les Dumb View qui vont être des vues qui ne vont faire que de l'affichage et qui ne vont du coup pas s'occuper de tout ce qui est gestion de cycle de la vue, de cycle de vie de la vue. Je vais revenir un peu plus en détail sur ça sur la slide d'après. Juste pour que vous sachiez, et vous en avez déjà du coup entendu parler si vous avez fait du React, mais c'est quelque chose qui est pas nouveau, c'est quelque chose qui est très répandu dans le monde React. En tout cas, à une époque, je sais que c'était très répandu, maintenant c'est peut-être un peu moins utilisé. Si vous cherchez sur Internet, vous tomberez certainement sur énormément d'articles qui sont des articles en fait en React. C'est pas un souci, mais voilà, c'est à savoir que c'est quelque chose qui est très répandu dans ce milieu-là. Vous trouverez peut-être aussi ce pattern sous d'autres noms. C'est aussi connu sous le nom de Container Rendering View, Container Presentation Component. C'est le même principe. C'est juste, voilà, des noms différents. Moi, je préfère Smart DOM Component parce que je trouve que ça apporte bien un peu plus peut-être cette dualité, vraiment ce côté, il y en a un qui fait beaucoup et l'autre qui fait moins. Si je rentre un peu plus dans le détail de chacun, à quel moment je me dis, ok, mais cette vue-là, c'est une smart et celle-là, c'est une dump. Bah, à partir du moment où j'ai de l'état, je vais être sur une smart component. Un smart component, il est vraiment stateful. Il va gérer l'état de vie, enfin l'état de ma vue. Donc, si vous avez un state object, ce genre d'élément, vous êtes sur du stateful, vous allez garder de la donnée, vous allez garder de l'état, et donc vous êtes sur un smart component. Donc c'est ça, c'est gérer l'état, ça va être aussi gérer le cycle de vie de la vue, les on-appear ou ce genre d'éléments. C'est à quel moment du coup je vais vouloir faire telle action pour récupérer ma donnée ou la mettre à jour. Et dans l'idée, le smart component, ce qu'il va faire en fait, c'est que ces données qu'il a récupérées depuis un set object, depuis un environment object ou autre, il va les forwarder à un ou plusieurs DOM components qui du coup vont s'occuper de faire le rendu. Mais du coup, ça veut dire qu'au final, le smart component, dans la mesure du possible, il va pas faire de rendu, il va déléguer ça à d'autres composants. Et donc, le DOM component, à l'inverse, il va être stateless. Donc l'idée, c'est vraiment, en fait, il n'a pas d'état, il n'en garde pas. Et comment du coup faire pour qu'il se rende correctement? Ben, en fait, il va récupérer toutes ces données via l'init. Donc là, voilà. Là, l'idée, c'est aucun état, je lui passe tout à l'init, et ça fait qu'à chaque rendu, en fait, je peux lui passer les informations dont j'ai besoin. Je vais afficher 0 message, je lui passe un tableau vide. Je vais afficher X message, je lui passe mes X messages. Et donc, d'un point de vue SwiftUI, comment ça se traduit par les property wrappers? Ben, en fait, en Smart Component, vous pouvez utiliser tous les property wrappers que vous voulez. C'est un Smart Component, donc il n'y a pas de souci. Et justement, il est là un peu aussi pour ça, donc il va gérer l'état. Sur les DOM Components, globalement, je vous dirais de ne pas utiliser de property wrapper. Donc tout ce qui est state object, observe object, clairement, et environment object, clairement, ça c'est des objets qui, encore une fois, du coup, ont un état qui perdure. Donc ne les utilisez pas dans les DOM components, sinon bah, vous êtes automatiquement sur un smart component en fait. Les bindings et les environnements, il n'y a pas de souci. Le binding au final c'est juste un getter, un setter. Donc au choix, soit vous utilisez un binding, soit vous faites
de fonctions. Après, bah, il y a clairement des éléments comme par exemple les text fields qui utilisent des bindings. C'est vrai que c'est assez pratique de les passer directement au DOM component. Et même chose pour les environments. Il y a quand même pas mal de composants natifs qui dépendent des environments. Donc, c'est pas, ça peut être bien aussi que de les avoir directement dans le DOM component. En tout cas, ça pose pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser dans les DOM components, mais ça pose pas de problème que de les utiliser. Si on revient sur notre exemple de tout à l'heure, finalement, ma message list, plutôt que du coup lui passer un view modèle sur lequel bah, je me retrouve avec un état, je ne sais pas comment le tester, je me retrouve avec pas mal d'éléments, au final, je ne sais pas trop si je vais les utiliser ou pas. Finalement, mes messages, je peux juste lui passer ce dont j'ai besoin pour en faire un DOM component, et c'est ma liste de messages et mon action en edit qui sera appelée bah, du coup quand je demande à éditer le message. Et finalement, ma message list view, ça devient au final juste une boucle où je boucle sur mes messages directement. Je les affiche chacun. Et quand je clique sur le bouton, bah, j'appelle mon action. Et donc, le site ce coup-ci, il est bon. Si je reviens sur la route view, sur le screen, bah là, au final, je peux passer à mes messages list les messages. Je peux passer l'action en edit. Et pour mon input, je peux lui passer bah, du coup un binding sur le nouveau message et l'action en send. Et donc là, ce qui est bien, c'est que ma message list et mon SMS input fin, je peux facilement faire des previews dessus dans les différents états que je veux. Un autre truc personnellement que je trouve bien aussi, c'est que là, on voit tout de suite bah, en fait, de quoi j'ai besoin pour chaque vue. Là, je vois tout de suite que messagiste a besoin de messages et a besoin d'une action en edit. Je vois tout de suite que SMS input, il a aussi une action et il a besoin d'un binding sur un nouveau message. Donc, en plus de ça, je trouve que ça amène plus de lisibilité sur le code par rapport à ce qu'on avait juste avant. Si je vous prends un exemple un peu plus concret qu'on a dans l'application, ça c'est un écran de détail d'un contact dans l'application AirCall. Alors, j'essaie de de faire un peu des codes couleurs, je sais pas si ça se voit. On a donc tout autour, ce que j'ai mis en violet, c'est Smart Component. Donc on a un Smart Component qui va gérer l'écran. Donc c'est comme le SMS Screen en fait, hein, ça va être ma review de l'écran. Et puis après, je vais avoir en orange, je vais avoir plein de petits DOM components. Je vais en avoir un pour gérer tout ce qui est affichage du contact, les informations. Je vais en avoir un pour gérer le numéro de téléphone, mais je vais même en avoir un pour gérer le formatage du numéro de téléphone et un pour gérer le drapeau. Et puis en fait, les deux là, au final, vont être réunis dans un autre composant euh, pour faire les deux en une fois. Pareil pour les adresses mail, pareil pour les notes, etc. Et puis, et c'est pour ça que j'ai pris, sur celui-là, on a une petite particularité où je vais avoir deux autres smart components, un pour gérer les messages et un pour gérer les appels. Parce que sur cela, est-ce que je peux appeler, est-ce que je peux envoyer un message, euh, c'est une logique assez complexe. Donc on va avoir aussi ces deux smart components. Ça veut dire une chose, si vous regardez cet écran, c'est une question des fois qu'on pose. Oui, les DOM components peuvent avoir des smart components, enfin peuvent référencer des smart components en dessous. Ça marche. Après, comme vous le voyez dans l'écran, évitez quand même dans la mesure du possible. L'idée, c'est globalement d'avoir un smart component par écran, donc la route scene, et comme ça devient, en tout cas sur cet écran, votre source of truth. C'est de là que vont venir toutes les données et que vous allez passer à toutes vos sous-vues, qui vont être du coup toutes ou quasiment toutes des DOM views. C'est quoi l'avantage? C'est, bon, comme je vous disais tout à l'heure, plus de lisibilité, mais vous allez avoir beaucoup moins de bugs de synchronisation. Finalement, si les données viennent d'un seul endroit, vous avez un seul endroit où vous allez les mettre à jour. Si ça vient d'un seul endroit, vous avez aussi un seul endroit où vous avez besoin de chercher pour savoir pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Donc, au final, tout ça, ça vous simplifie énormément votre code et en plus, ça vous aide énormément aussi pour débugger. Après, encore une fois, voilà, les smart components, idéalement,
juste la route screen. Euh, Là, dans notre application, je vous ai mis l'écran où on n'a pas que la route screen. Mais si je prends l'application en entier, en fait, à part ces deux composants spéciaux, tout le reste, finalement, nos smart components, ça va être que les route screen. Donc en termes de, j'allais dire pourcentage, je suis parti sur le 80-20, mais les chiffres sont, ne prenez pas les chiffres pour argent comptant, mais dans l'idée, c'est très peu de smart components, beaucoup de DOM components. C'est ça l'idée, quoi. Et encore une fois, du coup, ça vous simplifie pas mal les choses. En tout cas, moi, je le vois dans notre application actuellement, et c'est vrai qu'on a des vues qui étaient très compliquées, qui d'un coup ont gagné en simplicité, énormément de simplicité. Donc, si je fais un récapitulatif, les pros, enfin, les avantages, les inconvénients, si vous faites un découpage en Smart DOM Component, vous pouvez facilement faire des previews. Vous pouvez aussi facilement réutiliser vos DOM Components. Moins de soucis de synchronisation si vous faites bien très peu de Smart Components. Et surtout, un truc qui est important, je trouve, c'est que c'est assez agnostique de votre choix technique. J'ai testé sur un petit projet perso, et en fait, j'ai commencé par faire des DOM Components pour la plupart de mes écrans, pour un peu voir ce que je voulais faire en termes d'affichage, etc. Donc en plus, c'est aussi pratique que si des fois vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire, parce que vous prenez pas la tête avec d'où viennent les données. Et puis ensuite, en fait, j'ai mis ma stack, mon architecture. En fait, du coup, ça m'a permis de faire du composable architecture, mais parce que je voulais tester, mais j'aurais pu très bien partir sur du MVVM comme on a dans l'application. J'aurais pu partir sur un autre truc. Finalement, demain, si sur ce projet, je décide de changer et de retirer composable architecture pour passer sur du MVVM ou faire l'inverse, bah, ça réduit l'impact des vues qui seront, enfin, ça réduit le nombre de vues qui seront impactées. Et donc, encore une fois, ça va réduire le nombre de vues, enfin, oui, le nombre de vues qui sont impactées, mais le nombre de vues où je risque d'avoir un bug. L'inconvénient, on peut se retrouver avec plus de vues. Après, c'est pareil, comme d'habitude, euh, la logique, c'est pas de l'appliquer partout, à chaque fois, etc., de manière systématique. Il faut le faire au final, quand il y en a vraiment besoin. Mais effectivement, ça peut peut-être augmenter le nombre de vues qu'on peut avoir dans l'application. Et par contre, ça demande aussi peut-être de comprendre un peu plus la logique de cycle de vie des vues. Ça, on va parler justement là. C'est quoi l'impact sur euh, votre cycle sur vos vues? Alors, si je prends un autre exemple qu'on a dans l'application, c'est un cas qu'on a eu très récemment. On a une vue pour afficher nos lignes, et du coup, pour afficher cette vue, on lui passe la ligne de l'utilisateur. On lui dit si c'est sa ligne par défaut, on lui donne la possibilité de la sectionner. Et on avait fait un truc qui était un peu bizarre, c'est qu'on disait est-ce que c'est en état isloading au moment où on fait des changements. On avait passé ça via une fonction. Et donc à droite, vous voyez, on l'appelait comme ça, on passait la ligne, et puis on passait directement les méthodes de l'application, du ViewModel. Dans notre cas précis, en fait, on se retrouve avec une seule variable qui est la ligne, et trois constantes, parce que les fonctions, les méthodes de notre ViewModel, finalement, notre ViewModel étant un setObject, ça ne change pas. Ça va toujours être, ça va être une constante. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un rendu du parent, finalement la seule variable qui peut changer, c'est la ligne. Et donc qu'est-ce que ça veut dire en termes de rendu de l'application? Ça veut dire qu'en fait LineView n'était re-rendu que si on changeait de ligne. Et jamais quand isLoading, et jamais quand l'état isLoading changeait, puisque la fonction, elle, était constante. Et donc ça ne forçait jamais le rendu de la vue. Alors pour ça, il y a la solution la plus propre en fait, qui est de dire isLoading c'est juste un booléen, j'ai pas besoin de passer une fonction. Une autre solution qui marche, et je vous la mets parce que pour d'autres cas ça peut être utile, et c'est pour comparer le truc, c'est en fait les anonymous closure. Là dans notre cas en fait, si on avait appelé ViewModel isLoading dans une closure, en fait à chaque rendu, la closure n'a pas n'a pas de référence d'adresse spécifique. Donc, je crée une nouvelle closure à chaque rendu. Et donc, en fait, avec l'utilisation d'Anonymous Closure, en fait, là, j'aurais deux
variables qui pourraient changer au cours du temps. Et donc là, par contre, je me retrouverais à rendre la vue à chaque fois que isLoading change. Mais en fait, même plus précisément, je ne l'ai peut-être pas assez bien expliqué dans ça, en fait, à chaque rendu, là, je forcerai le rendu puisque la closure changerait tout le temps. Donc, en termes de performance, c'est pas forcément cool, mais des fois, on n'a pas le choix d'utiliser des closures. Et donc, on peut se poser la question, ok, mais si j'étais resté sur un observe object, peut-être que par contre, en termes de performance, ça aurait été bien mieux. Parce que finalement, je passe qu'un seul objet. Le problème, c'est que en fait, notre vue, là, serait rendue à chaque fois que le view model change. Donc à chaque fois que vous auriez un publisher qui balancerait une nouvelle valeur, même si c'est pas un publisher que vous écoutez, votre vue serait rendue. Donc c'est pas terrible non plus en termes de performance. Donc la conclusion, c'est quoi? J'en ai pas vraiment à vous donner sur ça. C'est en fait avec les DOM components, faites attention à tout ce qui est closure parce que vous pouvez vous retrouver dans un cas où votre vue n'est pas re-rendue par inadvertance si vous passez une méthode, donc la méthode de votre view model par exemple. Donc l'idée, en fait, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous avez une closure qui renvoie une valeur, un booléen, ce que vous voulez, tout, et soyez sûr que vous n'êtes pas sur, enfin, checkez du coup si c'est une méthode de view model ou ce genre de truc que vous référencez, parce que si c'est le cas, en fait, votre vue ne va peut-être pas se rendre aussi souvent que vous le pensez. Donc ça, c'est le petit truc à faire attention avec les DOM components. Mais après, en termes de performance, est-ce que est-ce que les DOM components sont moins performants que du coup un smart component avec un observe object? Franchement, je n'ai pas fait de test de performance, mais je pense que c'est kiff-kiff. Si vous passez des closures, en fait, des anonymous closures, en fait, ça va se rendre à chaque fois. Mais dans la réalité, il y a plein de cas où vous pouvez optimiser le truc. Alors qu'un observe object, en fait, à chaque fois qu'il y a un publish qui est changé et que vous n'utilisez pas dans votre DOM view, ça va forcer le rendu de cette vue. Donc au final, niveau performance, c'est pas top non plus. Donc en tout cas, l'idée c'est DOM component, ça n'aura pas un impact significatif sur les performances de votre vue. C'est pas ça qui fera que de votre vue de votre application. C'est pas ça qui fera que votre application qui marchait du tonnerre va se mettre d'un coup à ramer avec 4 FPS par seconde. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les Smart DOM Components. Moi, mon conseil, c'est de vous dire de partez sur des DOM Components et puis faites des Smart après quand vous en avez besoin. Privilégiez au maximum des DOM Components par rapport à des Smart. Alors, ce que je vous conseille, en fait, c'est aussi n'appliquez pas forcément le pattern à chaque fois automatiquement, etc. partout. Mais au moment où vous dites peut-être de découper des vues, essayez en fait de découper en un smart component et tout le reste en DOM. Ça vous simplifiera énormément la vie. Ça vous évitera énormément de bugs sur la synchronisation. Et nous, là, du coup, on le voit. Et donc, essayez de remonter un maximum tout l'état en haut. Voilà. Mon conseil, du coup, pour une fois, ne soyez pas intelligent, mais soyez vraiment DOM. Merci. Merci. Excellente la conclusion. Merci pour ton talk. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Bon, j'en ai aussi, encore une fois. Ouais, je vais te poser une question sur les rectangles. Ouais, ça me fait penser au test d'acuité du QI. Mais non, c'est bon, ça va très bien. Je me suis pas trop senti mal. Ouais, je me demandais, est-ce que tu as mis en place un outillage pour vérifier typiquement que ce composant est dumb ou smart, du style tu mets une annotation et du coup tu n'as pas le droit d'avoir les annotations là, qui étaient interdites. Genre tu mets une annotation add dumb sur ta classe ou ta struct. Désolé, j'ai pas forcément le langage en iOS, mais est-ce que tu arrives justement avec de l'outillage à interdire l'utilisation de certaines annotations? C'est une bonne question. Alors non, pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas mis d'outillage, mais ça pourrait être une bonne idée.
effectivement. Euh, Après, là, c'est vrai qu'en plus, pour le moment, il y a l'équipe qui a besoin de prendre un peu le pattern en, de se l'approprier, de le comprendre. Euh, mais c'est vrai que du coup, ça pourrait peut-être aider dans l'apprentissage. Parce que j'ai vu plusieurs fois, effectivement, un DOM component où on se retrouve avec quelqu'un qui rajoute un peu d'état. Et donc, je suis obligé de faire le bad cop et de dire là, ça va pas parce que du coup, tu passes d'un DOM component à un smart component. Donc, pour répondre à la question, non, on n'a pas mis d'outillage, mais je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Ok, ça marche. Comment passer les at state, etc. aux smart views enfants de dumb views? Alors, comment passer les states aux smart views enfants de Tom Views? Alors, c'est une bonne question. C'est principalement là où parfois, du coup, tu vas utiliser les environment objects, parce que du coup, tu vas potentiellement avoir un truc qui va venir dans la route qui va aller directement dans le smart component. Après aussi, en vrai, la manière dont ça se passe, c'est que bah, ça va être le smart component qui va gérer son propre state. C'est pour ça que c'est pas l'idéal, c'est d'avoir le moins de smart components parce que si je reprends le cas des SMS du SMS et du téléphone, ces deux composants-là ont leur propre état. Donc en fait, on leur passe des données simples. On va leur passer, je sais plus, ça va être, on va passer la liste des lignes de l'utilisateur, ce genre de trucs et tout. Et à partir de ça, ils vont créer leur propre set object pour faire des calculs, pour faire plein de choses et tout. Donc tu as aussi principalement ce cas-là en fait où finalement tu passes pas des states directement au sous-smart component. C'est eux-mêmes qui gèrent leur état. Le problème, c'est que du coup, tu te retrouves avec potentiellement des problèmes de synchronisation. Donc c'est pour ça que c'est à éviter un maximum. Du coup, tu parlais justement un peu de ton rôle d'évangélisation dans ton équipe vis-à-vis de Ouais. l'utilisation du pattern. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil pour débuter ton évangélisation auprès de tes collègues ou de tes équipes? C'est une bonne question. Euh, alors moi, la manière dont on l'a fait, si j'arrive bien à me rappeler, euh, c'est que finalement, je suis parti sur je pense que le meilleur moyen, c'est pour ce genre de pattern, c'est la preuve par la réalisation. Euh, j'ai commencé à faire un écran en fait en le faisant comme ça. Vraiment, je suis parti sur un écran, j'ai fait que des trucs DOM. Et après, j'ai rajouté la logique smart. Et je pense que du coup, mes collègues à ce moment-là, quand je l'ai fait, ils se sont dit ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et en plus, on arrive à plus suivre le truc. Et l'autre élément que j'ai fait, si vous avez déjà un code qui est en place, c'est que finalement, j'ai pris des endroits où on avait des smart components incompréhensibles, où on avait passé des vues modèles à tir larigot 3 niveaux plus bas, etc. Parfois en observe object, donc je peux te dire qu'au niveau bug, c'était la galère. Et j'ai tout transformé en DOM component. Et en fait, la clarté de code que ça te donne, c'est là où tu te dis, ouais, c'est pratique. Donc à la limite, ça peut être ça aussi le truc, c'est peut-être en exagérant un peu le trait, mais c'est de faire, bah, j'en fais un en mode, je ferai comme d'habitude, classique, je vais passer mes observe objects, mes state objects à toutes mes vues, quasiment toutes mes vues. Qu'est-ce que ça donne en termes de code, de lisibilité, de complexité. Et puis je refais le même truc en faisant un smart component et 15 DOM component, et je compare. Et en fait, généralement, tu vas quand même vite te rendre compte que les DOM components sont beaucoup plus lisibles et beaucoup plus testables. Parce que c'était aussi une des problématiques qu'on avait dans l'application. C'est que finalement, les previews iOS, c'est bien, preview SwiftUI, mais on n'en avait pas tant que ça. Parce que, en fait, soit elle compilait pas parce qu'il y avait eu un changement. Donc, on a oublié de mettre à jour ou de rajouter un environment object. Soit on ne savait pas comment faire la preview. Et c'est là aussi où, du coup, tu peux te rendre compte, c'est de montrer, bah, là, dans notre cas, on ne sait pas comment faire la preview, ou on galère à faire la preview. Et finalement, là, si je te le fais en DOM component, je peux te faire tous les états de preview que tu veux.